J'ai entendu les mots à travers la mince cloison de pin. Ils flottaient dans l'air frais de la montagne, clairs et tranchants comme des éclats de glace. Le chalet familial, c'est pour nous et nos amis maintenant. Elle ne monte presque plus de toute façon. C'était la voix de Sophie, ma belle-fille. Daus, reasonable. La voix qu'elle utilisait pour présenter des faits incontestables. Puis, un rire. Un petit rire étouffé de mon fils, Thomas. Pas un rire méchant. Juste un rire de connivence. Le genre de rire qui dit « Oui, c'est évident, pourquoi en discuter ?» Je suis restée immobile dans la petite cuisine. Mes mains étaient plongées dans l'eau savonneuse, où trempaient les tasses à café du matin. L'eau était devenue tiède. Je n'avais même pas remarqué. Dehors, un jet bleu criait. Le soleil filtrait à travers les grands sapins, projetant des taches de lumière dansante sur le plancher en bois que j'avais poncé et verni moi-même, il y a 30 ans. J'avais passé les 2 derniers jours à préparer le chalet pour leur arrivée. J'avais aéré les draps qui sentaient la poussière et la lavande séchée. J'avais nettoyé les toiles d'araignée dans les coins. J'avais même fait une tarte aux pommes, sa préférée, celle de Thomas, dont l'odeur de cannelle flottait encore faiblement dans la pièce. Ils étaient arrivés 1 heure plus tôt, m'avaient embrassé sur la joue, un contact fugace et sec. Ils avaient posé leur sac de week-end et étaient immédiatement sortis sur la terrasse pour prendre l'air. C'est de là que leur voix me parvenait. Elle ne monte presque plus. C'était faux. Je montais tous les mois, pour m'assurer que tout était en ordre. Pour chasser l'humidité, pour vérifier que le gel n'avait pas fait éclater une canalisation, pour nourrir les oiseaux. Je montais parce que cet endroit était la création de mon mari et moi. Chaque planche, chaque clou, portait le souvenir de nos mains. Mais je ne montais jamais quand ils étaient là. Ils m'avaient expliqué, gentiment, que leur week-end était court, qu'ils avaient besoin de décompresser, avec leurs amis. Je n'avais pas insisté. J'avais appris à ne pas insister. J'ai retiré mes mains de l'évier, lentement. Je les ai essuyées sur mon tablier. Elles ne tremblaient pas. Pas encore. Il y a eu un silence. Un long silence. Puis la voix de Thomas, plus basse cette fois. On devrait lui dire de nous laisser les clés en permanence. Ça serait plus simple. Au lieu de devoir toujours coordonner. Plus simple. Le mot flottait. Il rejoignait les autres mots. Pour nous. Nos amis. Maintenant. Une certitude froide s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond. C'était la fin de quelque chose. La fin d'une longue attente, peut-être. L'attente d'être vue. D'être considérée. J'ai défait les liens de mon tablier. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai posé sur le comptoir, à côté de la tarte aux pommes intacte. J'ai pris mon sac à main sur la chaise. J'ai vérifié que j'avais les clés de ma voiture. Je suis sortie par la porte de derrière, celle qui donnait sur la forêt. Je n'ai pas fait de bruit. Le chemin était couvert d'aiguilles de pin, qui amortissaient mes pas. Je ne les ai pas regardées en passant derrière la terrasse. J'ai gardé les yeux fixés sur ma vieille voiture, garée à l'ombre d'un grand chêne. Le lendemain, je n'ai pas appelé. Je ne leur ai pas laissé de mots. J'ai simplement conduit les 3 heures qui me séparaient de ma maison en ville. Le lendemain matin, le soleil s'est levé comme n'importe quel autre jour. J'ai fait mon thé, noir, sans sucre. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. Mon voisin, Bernard, taillait ses rosiers. C'était un homme bon, veuf depuis quelques années. Il me saluait toujours, me demandait des nouvelles de ma santé. Parfois, il laissait une barquette de fraises de son jardin sur mon paillasson. J'ai pris le double des clés du chalet sur le crochet dans l'entrée. Le porte-clés était un petit morceau de bois flotté que mon mari avait trouvé sur la rive du lac. Je l'ai tenu dans ma paume. Il était lisse et usé. Je suis sortie. L'air du matin était frais. Bernard s'est redressé en m'entendant approcher, un sourire sur son visage ridé. « Bonjour Hélène. Belle journée, n'est-ce pas ?» J'ai souri en retour. Un vrai sourire, je crois. « Bonjour Bernard. »« Oui, magnifique. » J'ai fait une pause. « Dites-moi, vous aimez la pêche ?» Il a paru surpris. « Oh oui. Beaucoup. Mais je ne prends plus le temps. » Je lui ai tendu les clés. « Tenez. » C'est le chalet au bord du lac Noir. Il y a une barque. Et tout le nécessaire. Il a regardé les clés dans ma main, puis mon visage. La confusion se lisait dans ses yeux. « Mais, Hélène. C'est votre chalet familial. Il faut que quelqu'un en profite, » ai-je dit simplement. La saison de la truite a commencé. Ne la manquez pas. Je les ai pressés dans sa main. Sa main était calleuse, couverte de terre.
Il a refermé les doigts sur les clés, lentement. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a juste hoché la tête, une lueur de compréhension dans le regard. « Merci, Hélène », a-t-il dit doucement. « Merci. » Je suis rentrée chez moi. Le tic-tac de la vieille horloge du salon semblait plus fort que d'habitude. J'ai ouvert mon carnet d'adresses. J'ai cherché le numéro de Maître Dubois, le notaire qui s'était occupé de la succession de mon mari. Il était temps de mettre de l'ordre. Il était temps que les choses soient plus simples. Pour moi. Le trajet de retour du chalet avait été silencieux. La radio était éteinte. Le seul son était le bourdonnement des pneus sur l'asphalte. Les paysages défilaient, des forêts de pins aux champs de maïs, mais je ne les voyais pas vraiment. Mon regard était fixé sur un point invisible, loin devant. Les mots de Sophie résonnaient en boucle dans ma tête. Pas avec colère, mais avec une sorte de clarté chirurgicale. Chaque syllabe découpait une illusion de plus. L'illusion que j'étais une partie essentielle de leur vie. L'illusion que mes efforts étaient appréciés, ou même remarqués. L'illusion que « famille » signifiait la même chose pour eux que pour moi. Je me suis souvenu de tous les Noëls où j'avais insisté pour préparer le dîner, même quand mes genoux me faisaient mal, parce que Thomas aimait ma dinde farcie. L'année dernière, Sophie avait suggéré de commander chez un traiteur. C'est tellement plus simple, maman. Tu n'as pas à te fatiguer. Je m'étais sentie non pas soulagée, mais effacée. Je me suis souvenu des anniversaires de mes petits-enfants. J'achetais toujours les cadeaux des mois à l'avance, des choses que je pensais qu'ils aimeraient vraiment. Un télescope pour Léo, une collection de livres pour Clara. Leurs parents leur offraient les derniers gadgets électroniques. Mes cadeaux étaient accueillis avec une politesse distraite avant d'être relégués dans un coin. Ce n'était pas de la méchanceté de leur part. C'était pire. C'était de l'indifférence. Une indifférence douce et bienveillante qui me rendait invisible. J'étais devenu un meuble de famille. Confortable, familier, mais qu'on ne remarque que lorsqu'il n'est plus à sa place. En arrivant chez moi, l'air de l'appartement m'a semblé lourd. C'était la maison où j'avais élevé Thomas. Chaque objet avait une histoire. Le fauteuil en velours usé, où je lui lisais des histoires. Le vase sur la cheminée qu'il avait cassé en jouant au ballon et que son père avait recollé patiemment. Pendant des années, j'avais conservé cette maison comme un sanctuaire. Un sanctuaire pour des souvenirs qui, je le réalisais maintenant, n'avaient de valeur que pour moi. Pour eux, c'était juste la maison de maman. Un endroit pratique pour laisser les enfants le week-end. Un restaurant gratuit ouvert à toute heure. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise dans le fauteuil en velours, non pas pour me souvenir, mais pour réfléchir. Le silence de la maison n'était plus oppressant. Il était spacious. Il y avait de la place pour mes propres pensées, sans qu'elles soient étouffées par les attentes des autres. La décision n'est pas venue comme un éclair. Elle s'est cristallisée lentement, comme du sucre au fond d'une tasse de thé froid. C'était une décision née non pas de la blessure, mais de la dignité. La dignité exigeait que je cesse de me présenter là où je n'étais pas désirée. La dignité exigeait que je cesse d'offrir ce qui n'était pas reçu. La dignité exigeait que je reprenne ce qui était à moi. Pas seulement le chalet, mais ma vie, mon temps, mon énergie. Le lendemain matin, après avoir donné les clés à Bernard, je me sentais plus légère. L'acte avait été simple, définitif. C'était la première pierre d'un nouvel édifice. J'ai appelé le bureau de Maître Dubois. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour la semaine suivante. « Quel est l'objet de votre visite, Madame Verneuil » m'a-t-elle demandé. J'ai hésité un instant, cherchant les mots justes. Une mise à jour, ai-je dit. Une simplification. Après avoir raccroché, j'ai pris un carnet et un stylo. J'ai commencé une liste. C'était une habitude que j'avais depuis toujours. Faire des listes me calmait, organisait mes pensées. 1. Notaire. Fait. 2. Banque. 3. Agence immobilière. La liste était courte, mais chaque mot pesait lourd. Chaque mot représentait une rupture. Je suis allée dans le salon. Mon regard s'est posé sur la grande photo de famille encadrée sur le buffet. Nous étions tous là, au mariage de Thomas et Sophie. Je souriais, mon mari à mes côtés, l'air fier. Thomas et Sophie étaient au centre, rayonnants. J'ai pris le cadre. Je les regardai longuement. Puis, calmement, je les retournai face contre le mur. Je n'étais pas prête à le ranger, pas encore. Mais je ne voulais plus voir leur sourire. Pas aujourd'hui. Le premier appel est arrivé le samedi après-midi. Le nom de Thomas s'est affiché sur mon téléphone. J'ai regardé l'écran vibrer sur la table de la cuisine.
Je n'ai pas répondu. Un message vocal a suivi. Je l'ai écouté plus tard, par curiosité. Maman? On est monté au chalet. On ne trouve pas le double des clés sous la pierre habituelle. Tu l'as déplacé? Rappelle-moi. Sa voix était légèrement agacée. Pas d'inquiétude. Juste de l'impatience. J'ai effacé le message. Le silence que je leur renvoyais n'était pas une punition. C'était une conséquence. Pendant des années, mon silence avait été celui de l'acceptation. Celui de la femme qui ne veut pas faire de vagues. Ce nouveau silence était différent. Il était plein. Il était une frontière. Le dimanche, les appels se sont intensifiés. Sophie S.A. Puis Thomas à nouveau. J'ai ignoré chaque appel. Un SMS est arrivé. Maman, c'est pas drôle. On a dû faire demi-tour. Les amis sont déçus. Qu'est-ce qui se passe? Le mot drôle m'a fait un pincement au cœur. Ils pensaient que c'était un jeu. Une bouderie. Ils n'avaient aucune idée de la magnitude du changement qui s'opérait. Leur manque de perspicacité était la confirmation la plus douloureuse et la plus libératrice que j'avais prise la bonne décision. J'ai passé le reste du week-end à trier. J'ai ouvert des boîtes dans le grenier qui n'avaient pas été touchées depuis des décennies. Des boîtes remplies des dessins d'enfance de Thomas, de ses bulletins scolaires, de ses trophées de football. Je les ai regardés sans nostalgie. Je voyais un enfant que j'avais aimé plus que tout, mais je ne reconnaissais pas l'homme qu'il était devenu. Ou peut-être, avais-je refusé de le voir pendant trop longtemps. J'ai tout mis dans de grands sacs poubelles. Pas avec rage. Avec une sorte de détachement méthodique. Je ne détruisais pas des souvenirs. Je faisais de la place. Le lundi matin, je suis allée à la banque. C'était la banque où mon mari et moi avions ouvert notre premier compte joint. Thomas avait été ajouté comme mandataire sur mes comptes il y a quelques années. Au cas où, maman. Pour t'aider à gérer si ça devient compliqué. La jeune femme au guichet était polie et efficace. Je lui ai expliqué que je voulais révoquer la procuration. Bien sûr, Madame Verneuil. Il suffit de signer ce formulaire. J'ai signé. Le clic du stylo sur le papier a résonné dans le silence feutré de la banque. C'était un son de finalité. J'ai demandé de nouveaux relevés bancaires, à faire envoyer à mon domicile. Je voulais voir clair dans mes propres finances, sans filtre, sans aide. En sortant, le soleil m'a semblé plus vif. L'air plus léger. Chaque pas que je faisais pour démanteler mon ancienne vie me rapprochait d'une nouvelle. Une vie dont je serais la seule architecte. Le rendez-vous avec Maître Dubois était dans son étude du centre-ville. Un endroit solennel, avec des murs couverts de livres reliés en cuir et une odeur de cire d'abeille. L'air y était frais, stérile, un contraste frappant avec le chaos de mes émotions. Maître Dubois était un homme plus jeune que je ne l'imaginais, avec des lunettes cerclées de métal et un regard attentif. Il avait repris l'étude de son père, que j'avais bien connu. Il m'a accueilli avec une chaleur professionnelle. Madame Verneuil. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, ai-je répondu, et pour la première fois depuis longtemps, c'était presque vrai. Nous nous sommes assis de part et d'autre de son grand bureau en acajou. Le tic-tac d'une horloge de parquet dans le coin rythmait le silence. Vous m'avez parlé d'une mise à jour, a-t-il commencé. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux changer mon testament. Et ma procuration en cas d'inaptitude. Il a hoché la tête, sans montrer de surprise. Il a sorti un dossier à mon nom. Très bien. Comment souhaitez-vous procéder? La conversation a été simple, factuelle. J'ai expliqué que je voulais révoquer Thomas comme mon exécuteur testamentaire et comme mon mandataire. Le nom de mon fils, prononcé dans ce contexte juridique, semblait étranger. Un simple nom sur un document, dépouillé de toute charge affective. Et qui souhaitez-vous nommer à sa place? A demandé Maître Dubois. C'était la question à laquelle j'avais le plus réfléchi. Pour la procuration, je souhaiterais nommer la banque. Un service de gestion de fiducie. Pour le testament. J'ai fait une pause. Je veux que tout soit légué à une fondation. J'avais passé la nuit précédente à faire des recherches. Une fondation qui offrait des bourses à des jeunes filles voulant poursuivre des études scientifiques. C'était un domaine qui avait toujours passionné mon mari, l'ingénieur. C'était une façon de l'honorer, et de donner un sens à ce que nous avions construit. Maître Dubois a noté mes instructions. Son stylo glissait sur le papier, un son sec et précis. Et le chalet? Il est en votre nom propre, je crois. Le chalet. J'ai eu une image fugace de Bernard, sa canne à pêche à la main, souriant au bord du lac. Je l'ai donné. Les clés, en tout cas. Je voudrais officialiser le don.
À mon voisin, Bernard Thibault. Pour la première fois, une lueur de surprise a traversé le regard du notaire. Mais il s'est vite ressaisi. Très bien. Nous allons rédiger un acte de donation. En sortant de son bureau 1 heure plus tard, je me sentais vidée, mais sereine. Les liens qui m'avaient attachée à mon ancienne vie étaient en train d'être coupés, un par un, proprement. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de préservation. La préservation de ma propre paix. Les messages de Thomas et Sophie avaient changé de ton. L'agacement avait laissé place à une inquiétude teintée d'accusation. Maman, réponds s'il te plaît. On s'inquiète vraiment. Tu nous punis pour quelque chose? Si c'est pour le week-end, on est désolé. On aurait dû mieux s'organiser. Le mot « punir » m'a frappé. Ils ne pouvaient pas imaginer que mes actions n'avaient rien à voir avec eux. Elles avaient à voir avec moi. Ils se voyaient toujours au centre de mon univers, même dans mon absence. Je n'ai pas répondu. J'ai continué mon tri. Un après-midi, alors que je vidais les tiroirs d'une commode, j'ai trouvé une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait les premières chaussures de bébé de Thomas, une mèche de ses cheveux blonds, sa première dent de lait. Des reliques d'un amour inconditionnel. J'ai tenu la petite chaussure dans ma main. Le cuir était usé au bout. Je me souvenais du jour où il avait fait ses premiers pas, titubant vers mes bras ouverts. Une vague de chagrin m'a submergée. Un chagrin pour la mère que j'avais été, et pour le fils que j'avais perdu, bien avant ce week-end au chalet. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des jours. Des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de deuil. Je faisais le deuil d'une relation qui n'existait que dans mon cœur. Quand les larmes se sont taries, j'ai refermé la boîte. Je l'ai mise de côté. Pas dans les sacs poubelles. Mais sur une étagère, à l'écart. On ne peut pas effacer le passé. On peut seulement décider de ne plus le laisser dicter le présent. Puis, un soir, le téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Mamie. La voix était jeune, hésitante. C'était Clara. Ma petite fille. La fille de Thomas et Sophie. Elle avait 17 ans. Clara, Makerie. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est juste que... Papa et maman sont bizarres. Ils n'arrêtent pas de parler de toi. Ils disent que tu ne réponds pas. Est-ce que tout va bien? Il y avait une inquiétude sincère dans sa voix. Pas l'inquiétude performative de ses parents. Une vraie préoccupation. Tout va bien, Clara. Je suis juste. En train de faire des changements. Il y a eu un silence. C'est à cause du chalet, n'est-ce pas? A-t-elle demandé à voix basse. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. Sur la terrasse. Je leur ai dit que ce n'était pas gentil. J'ai fermé les yeux. Une alliée. Je n'avais même pas su qu'elle était là. Ce que tu as entendu, Clara. Ce n'était que la dernière goutte. Je suis désolée, mamie, a-t-elle murmuré. Vraiment désolée. Ce n'est pas de ta faute, mon cœur. Ce n'est la faute de personne. C'est juste. Comme ça. Est-ce que je peux te voir? Juste toi et moi? Une chaleur a rempli l'espace froid dans ma poitrine. Bien sûr. Quand tu veux. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café près de son lycée. Je suis arrivée en avance. J'ai commandé un thé et j'ai attendu, en regardant les gens passer. Je me sentais nerveuse, comme pour un premier rendez-vous. Clara est arrivée, son sac à dos sur une épaule. Elle avait les yeux de son père, mais le sourire de mon mari. Elle m'a serrée dans ses bras. Une étreinte forte, authentique. Nous nous sommes assises. Elle a commandé un chocolat chaud. Ils sont furieux, a-t-elle dit. Papa a reçu une lettre de la banque. Concernant la procuration. Il ne comprend pas. J'ai hoché la tête. Il n'y a rien à comprendre. C'est ma décision. Elle a remué son chocolat avec sa cuillère. Il pense que tu es en train de devenir Senile. que quelqu'un t'influence. Maman a même suggéré que ton voisin, Monsieur Bernard. Elle n'a pas fini sa phrase. J'ai eu un petit rire sec. Non. La seule personne qui m'influence, c'est moi. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était clair, intelligent. Je sais. C'est pour ça que j'ai peur. Pour eux. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de perdre. Ces mots. Ce qu'ils sont en train de perdre. Pas ce que tu es en train de leur faire. Elle comprenait. Elle voyait la situation non pas comme une agression de ma part, mais comme une conséquence de leurs propres actions. J'ai toujours aimé aller au chalet avec toi, mamie, a-t-elle continué. Tu te souviens,
quand on cherchait des champignons dans les bois. Et que tu me montrais les noms des étoiles? Je m'en souviens très bien. Papa et maman, ils n'aiment pas la forêt. Ils aiment la vue depuis la terrasse. Ils aiment l'idée du chalet. Pas le chalet lui-même. Elle avait mis des mots sur un sentiment que j'avais depuis des années. Ils aimaient le statut que le chalet leur conférait. La possibilité de s'évader de la ville, d'inviter des amis. Ils n'aimaient pas le bois qui craque, l'odeur de la terre humide, le silence de la nuit. Ton grand-père l'aimait, ai-je dit doucement. Il disait que c'était le seul endroit où il pouvait entendre ses propres pensées. Je crois que je te comprends, a dit Clara. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, parce que ça me rend triste. Mais je comprends. Cette conversation a été un baume. La validation de Clara, sa reconnaissance silencieuse de ma douleur, signifiait plus pour moi que n'importe quelle excuse de ses parents. Elle me voyait comme une personne entière, avec mes propres raisons, ma propre histoire. Avant de nous quitter, elle m'a prise dans ses bras à nouveau. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. N'importe quoi. Toi aussi, ma chérie. En rentrant chez moi, j'ai pris une décision. J'ai rappelé Maître Dubois. Il y a un changement que je voudrais apporter au testament. Ai-je dit. Concernant la fondation. Je veux qu'une partie des fonds soit mise de côté. Dans une fiducie. Pour les études de ma petite fille, Clara Verneuil. C'était la bonne chose à faire. Il ne s'agissait pas de choisir une favorite. Il s'agissait de construire un pont vers le futur. Un pont basé non pas sur l'obligation, mais sur une connexion authentique. La confrontation directe a eu lieu une semaine plus tard. Il ne m'avait pas prévenu. Un soir, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Thomas et Sophie se tenaient sur mon paillasson. Ils avaient l'air graves, déterminés. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je me suis tenue sur le seuil, la main sur la poignée. « Maman » a commencé Thomas. Sa voix était tendue. « Il faut qu'on parle. » « Il n'y a rien à dire, Thomas. »« Rien à dire » s'est exclamée Sophie. « Tu nous ignores depuis 2 semaines. Tu donnes les clés de notre chalet à un voisin, tu retires la procuration à ton propre fils. Et tu dis qu'il n'y a rien à dire ?» Le mot « notre ». Notre chalet. Il a résonné dans le couloir. J'ai regardé Thomas. J'ai entendu ce que vous avez dit. Sur la terrasse. Le visage de Thomas a pâli. Sophie a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il ne s'y attendait pas. Il pensait que j'étais sourde, ou simplement pas assez importante pour qu'on fasse attention à ma présence. C'était une conversation privée, a balbutié Sophie. Une façon de parler. Tu prends les choses trop à cœur. Non, ai-je dit calmement. Pour la première fois de ma vie, je crois que je prends les choses exactement comme il faut. J'ai entendu que le chalet était pour vous et vos amis maintenant. J'ai simplement facilité les choses. Mais c'est absurde. C'est énervé Thomas. C'est le chalet familial. C'est aussi à moi. Ton père me l'a laissé. En mon nom propre. Il est à moi. Et j'ai décidé qu'il devait appartenir à quelqu'un qui l'aimerait. Pas seulement pour ce qu'il représente. Le silence qui a suivi était lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit entre nous. Leur frustration. Ma deception. Des années de petites négligences et de grands malentendus. Tu ne peux pas nous faire ça, a dit Thomas, sa voix se brisant légèrement. Nous sommes ta famille. C'est vrai. Et c'est pour ça que ça fait si mal. J'ai senti que la conversation était terminée. Il n'y avait plus rien à ajouter. Les arguments, les justifications, tout cela ne ferait que remuer la douleur. Je vous souhaite une bonne soirée, ai-je dit. Et j'ai fermé la porte. Dousement. Sans la claquer. Le clic du verrou a été le point final. Je me suis appuyée contre la porte, le cœur battant. Je m'attendais à me sentir coupable, ou triste. Mais je ne ressentais qu'un immense, un profond soulagement. La bataille était terminée. La bataille pour être reconnue, pour mériter ma place. Je n'avais plus besoin de me battre. La semaine suivante, j'ai contacté une agence immobilière. J'ai mis la maison en vente. Elle était trop grande pour moi. Trop pleine de fantômes. L'agent immobilier, une jeune femme dynamique, a fait le tour des pièces avec un regard expert. C'est une belle maison. Beaucoup de potentiel. Mais elle a besoin d'un bon rafraîchissement. J'ai souri. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Pour moi-même. La maison s'est vendue rapidement. J'ai trouvé un petit appartement dans un immeuble moderne, avec un grand balcon donnant sur un parc. Il était lumineux, anonyme. Parfait.
Le déménagement a été une sorte de rituel de purification. J'ai donné la plupart des vieux meubles. Je n'ai gardé que l'essentiel, le fauteuil en velours, quelques livres, la boîte avec les souvenirs de Thomas, et une seule photo de mon mari et moi, jeunes et souriants, au début de tout. Ma nouvelle vie a commencé. Une vie plus simple, plus calme. Le matin, je prenais mon thé sur le balcon, en regardant les chiens jouer dans le parc. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque du quartier. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes. Mes journées étaient pleines. Pas de l'agitation de répondre aux besoins des autres, mais de la plénitude de choisir mes propres activités. Je n'attendais plus d'appels téléphoniques. Je n'espérais plus d'invitations. J'étais simplement là, présente dans ma propre vie. Bernard m'appelait de temps en temps depuis le chalet. Il me décrivait ses prises, le chant des huards au crépuscule. Il m'a dit qu'il avait réparé la gouttière et repeint les volets. Il prenait soin du chalet. il l'ai might. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Je voyais Clara toutes les semaines. Nous allions au cinéma, nous nous promenions dans le parc. Elle me parlait de ses projets, de ses rêves d'étudier l'astrophysique. Elle ne me parlait jamais de ses parents, et je ne posais pas de questions. Notre relation existait dans son propre espace, un havre de paix protégé des conflits familiaux. Un jour, une lettre est arrivée. L'écriture sur l'enveloppe était celle de Thomas. Je l'ai laissée sur la table de l'entrée pendant 3 jours. Je n'étais pas sûre de vouloir la lire. Finalement, un matin, je l'ai ouverte. C'était une lettre courte. Il s'excusait. Pas seulement pour les mots prononcés sur la terrasse, mais pour des années de négligence. Il écrivait qu'il ne comprenait qu'aujourd'hui ce qu'il avait perdu. Il me demandait si nous pouvions essayer de reconstruire quelque chose. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Les mots semblaient sincères. Une partie de moi, la mère en moi, voulait prendre le téléphone et l'appeler. Mais j'ai résisté. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. La porte n'était plus verrouillée. Elle était peut-être entr'ouverte. Mais ce n'était plus à moi de la franchir. C'était à lui de trouver le chemin. Et la reconstruction, si elle devait avoir lieu, se ferait sur un nouveau terrain. Un terrain où je n'étais plus un acquis, mais un choix. Ce soir, je suis assise dans mon nouvel appartement. Le silence n'est pas vide. Il est rempli du murmure de la ville au loin, du bruissement des feuilles dans le parc. J'ai préparé une tarte. Aux pommes et à la cannelle. Mais cette fois, c'est une petite tarte. Juste pour une personne. Je n'ai pas besoin d'une occasion spéciale. Je n'ai pas besoin d'invités. Ma vie n'est pas devenue plus heureuse, au sens où on l'entend dans les contes de fées. Elle est devenue plus vraie. Plus digne. Je me suis longtemps définie par mes rôles, épouse, mère, grand-mère. J'ai passé ma vie à prendre soin d'une famille, d'une maison, d'un chalet. Maintenant, je prends soin de moi. Et je découvre que c'est un travail à plein temps. Un travail exigeant, mais profondément satisfaisant. Le passé est une chose étrange. Il ne disparaît jamais vraiment. Il vit en nous, dans les cicatrices de notre cœur et la sagesse de notre esprit. J'ai appris à ne plus le laisser me hanter. Je le traite comme un vieil album de photos. Je peux le feuilleter de temps en temps, me souvenir avec une douce mélancolie, mais je ne suis plus obligée de vivre à l'intérieur de ces pages. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de réclamation. La réclamation silencieuse d'une vie qui m'appartenait depuis le début, mais que j'avais prêtée à d'autres pendant trop longtemps. La paix que je ressens aujourd'hui est une paix chèrement acquise. C'est la paix qui vient quand on cesse de lutter pour être aimé, et qu'on commence simplement à s'estimer soi-même. Et cette estime, personne ne peut vous la prendre. Personne ne peut la reléguer sur une terrasse, la juger trop compliquée, ou décider qu'elle est désormais pour d'autres. Elle est à moi. Maintenant. Et pour toujours.